Alors, je suis venu aujourd'hui vous parler des particularités de l'anesthésie dans les états de choc. Je commence ma présentation avec cette plaque. Donc, c'est l'affiche d'un film documentaire qui a été réalisé pendant la période de la Covid. Et c'est un documentaire intéressant qu'il faut regarder, mais il ne parle pas vraiment des états de choc, il parle d'une crise mondiale en rapport avec une crise sanitaire mondiale. Mais ce qui m'a attiré pour utiliser cette plaque, c'est la phrase qui est écrite en bas. L'un des premiers préceptes de la médecine, qui est attribué à tort ou à raison au père de la médecine, Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Si on ne peut pas faire du bien à notre patient, il faut d'abord ne pas lui nuire. Et s'il y a un patient auquel il ne faut surtout pas nuire, de par sa fragilité, de par les défaillances d'organes qu'il présente, de par la possibilité de lui faire subir un stress chirurgical et un stress anesthésique, il ne faut vraiment pas en rajouter. Il est déjà suffisamment dans le pétrin. La prise en charge anesthésique de l'état de choc, quelle qu'en soit l'origine, rappelle un marin qui est coincé en pleine tempête de mer et qui doit garder son calme, qui doit prendre les bonnes décisions au bon moment, qui doit savoir quand hisser la voile, quand l'affaler, qui doit savoir prendre les bonnes décisions, les bonnes directions au bon moment. Et aussi, une mer agitée va faire un bon marin. Au même titre qu'un bon anesthésiste ne peut s'autoproclamer bon anesthésiste qu'après avoir géré des patients d'une difficulté particulière, notamment les patients qui sont en état de choc. Alors, les états de choc, schématiquement, on peut les classer en 3 types d'états de choc, bien que dans la réalité, plusieurs mécanismes peuvent s'intriquer chez le même patient. On peut être vasoplégique et passer en cardiogénique en même temps. Mais schématiquement, on va dire qu'il y a le choc quantitatif, qui est caractérisé par un bas débit cardiaque et une vasoconstriction. Le choc distributif, qui est caractérisé par un haut débit cardiaque avec une vasoplégie. Et puis le choc obstructif, où il y a un bas débit cardiaque, une vasoconstriction et une défaillance VD avec un shunt. Alors, le point commun entre ces 3 types de chocs et qui nous intéresse, nous, anesthésistes, c'est que dans les 3 situations, la circulation cérébrale, étant l'organe le plus noble de l'organisme, va toujours être préservée, quelle que soit la physiopathologie de l'état de choc. Et qui dit circulation cérébrale préservée, dit dose anesthésique, puisque le cerveau, fort heureusement, c'est notre site d'action. C'est notre biophase, c'est notre site d'action de prédilection. Donc on peut donner une toute petite dose à un patient, quel que soit son statut circulatoire, on sait que cette dose va arriver au cerveau puisque la circulation cérébrale est préservée. Donc première information qu'on va retenir, on va rentrer dans les détails plus loin. Une première question, avant de devoir prendre en charge un patient en état de choc, est-ce que c'est une chirurgie urgente? Il est hors de question d'acheminer un patient en état de choc au bloc opératoire si la chirurgie peut attendre. Cela va de soi. Est-ce que c'est un patient qui a besoin de chirurgie pour stopper une hémorragie? Là, oui, c'est naturellement, il faut l'acheminer au bloc. Est-ce que c'est pour contrôler un foyer infectieux à l'occasion d'un choc septique? Oui. Pour le patient qui est en choc cardiogénique, là, il faut vraiment mettre les ceintures et la ceinture et bretelles parce que c'est un patient qui est très fragile. Et dans la mesure du possible, le patient en choc cardiogénique, à chaque fois qu'on peut retarder l'intervention, à chaque fois qu'on peut temporiser, c'est toujours une bonne chose. Alors, on va admettre que la chirurgie est urgente. Est-ce qu'on va pouvoir faire une évaluation préopératoire? Oui, ce n'est pas vraiment la consultation préanesthésique traditionnelle telle qu'on la connaît, évidemment, mais c'est une vraie course contre la montre, puisqu'il va falloir répondre à quelques questions importantes, notamment savoir est-ce que notre patient a des comorbidités. Il faut qu'on soit au courant avant de prendre en charge ce patient. Est-ce qu'il prend des traitements anticoagulants? Est-ce qu'il est sous bêta-bloquant, par exemple? Donc, perdre quelques secondes à poser ce genre de questions pour se contextualiser vis-à-vis du choc, c'est toujours une bonne chose. Et puis, examiner rapidement le retentissement du choc sur le patient. Si on a une biologie disponible, oui. Si on n'en a pas, on fait des prélèvements et on achemine le patient au bloc opératoire si la chirurgie va être salvatrice. Et puis, l'échographie, l'ultrasonographie au lit du patient, c'est toujours un moyen, une technique qui est très très utile
en matière d'état de choc, surtout quand l'étiologie de cet état de choc est incertaine, et même quand elle est certaine, c'est pour pouvoir guider notre prise en charge. Alors, l'ultrasonographie va pouvoir nous renseigner sur les 3 composantes de la circulation chez le patient, donc la pompe cardiaque, on peut se renseigner sur la plénitude ou non du réservoir, et puis la qualité des canalisations. Alors, pour ce qui est de la pompe, on peut détecter un choc cardiogénique, comme on voit sur la petite vidéo. Donc, c'est une déférence biventriculaire avec une petite fraction d'éjection. On peut détecter le choc hypovolémique, où on va avoir un tout petit VG, des parois du VG qui se touchent, et un petit ventricule droit. Le choc distributif, on va avoir une hypercinésie de tout le cœur, un cœur qui bouge dans tous les sens avec un tout petit VG. Et puis le choc obstructif, on peut détecter un pneumothorax grâce à l'échographie, on peut détecter la tamponnade, et puis le cœur pulmonaire aigu. Pour ce qui est du réservoir, tout simplement, est-ce que le réservoir est vide? Ça va être une veine cave inférieure qui est collabée, qui est collapsible avec la respiration, une veine jugulaire interne qui se collabe au moment de l'inspiration. Est-ce qu'on a une fuite du réservoir qui peut être diagnostiquée par la présence d'épanchement, surtout dans un contexte évocateur, dans un contexte de traumatisme par exemple? Et puis, est-ce qu'il y a une surcharge du réservoir? Donc, c'est l'échographie de la veine cave inférieure et l'échographie pleuropulmonaire qui va permettre de voir les lignes B évocatrices de l'augmentation de l'eau pulmonaire. Pour ce qui est des canalisations, l'échographie au lit du malade peut nous renseigner est-ce qu'il y a ou non une dissection ou un anévrisme aortique qui peuvent être une étiologie de l'état de choc en matière de choc hémorragique notamment, et puis voir les autres canalisations veineuses, est-ce qu'il y a des thromboses des membres inférieurs qui peut évoquer un état de choc obstructif. Alors ici, c'est une illustration qui montre qu'en 2 temps, 3 mouvements, on peut faire le diagnostic d'un état de choc. Donc ici, on a vu que la veine cave est très dilatée, elle n'est pas collapsible avec la respiration. On va passer en coupe petit axe un joli septum paradoxal avec un VD qui est très dilaté. Et quand on va passer aux canalisations, vous allez voir qu'il va y avoir une veine qui n'est pas compressible. Et on peut retenir le plus facilement du monde un diagnostic de choc cardiogénique, de choc obstructif à l'occasion d'une embolie pulmonaire. Alors, initialement, avant de prétendre vouloir anesthésier le patient, il va falloir entamer des procédures réanimatoires rapides et classiques. Donc, on va commencer par l'expansion volémique. Les cristalloïdes sont les produits de choix. Idéalement, les solutés balancées pour ne pas augmenter la chlorémie. On a vu ça ce matin avec les présentations brillantes de ce matin. On peut faire des bolus répétés de 500 ml. Et quand on a des signes de congestion, bien sûr, il va falloir être parcimonieux en matière de remplissage. Alors, pour ce qui est du catécholamine, du vasopresseur de choix, je ne vous apprends rien, c'est la noradrénaline. Elle a été retenue comme étant le vasopresseur de choix, quel que soit le type de choc. Même dans le choc cardiogénique, on serait tenté de dire que la dobutamine, puisqu'il y a un problème de pompe cardiaque primitif à l'origine de l'état de choc, on devrait augmenter l'inotropisme, mais non. Donc la noradrénaline, on pourrait croire aussi qu'elle augmenterait la post-charge dans un cœur qui est déjà défaillant. La noradrénaline a un effet bêta qui est respectable et qui peut non seulement augmenter la précharge du patient en le remplissant avec sa propre volémie, parce qu'elle va provoquer une contraction du secteur veineux capacitif, donc on va remplir le patient avec sa propre volémie, et l'effet bêta va permettre à la pompe cardiaque de suivre cette augmentation de la précharge, et puis l'augmentation des résistances vasculaires vont pouvoir améliorer la pression de perfusion. Donc la noradrénaline, catécholamine de choix, de première intention, quel que soit le type de choc. Alors les objectifs de cette réanimation initiale, on va essayer d'avoir une pression artérielle moyenne aux alentours de 65-70. Pour certains patients qui ont besoin d'objectifs plus élevés, notamment les sujets âgés, les patients cérébrolésés dans les contextes traumatiques, on va privilégier la pression de perfusion sur la pression, donc l'hypotension permissive, même s'il y a un choc hémorragique. Il faut respecter cet objectif de 70-80 mm de mercure, cibler une bonne diurèse au moins supérieure à 0,5 ml par kilo par heure, et puis si on a les lactates, cibler, donc être guidé pendant notre réanimation par une cinétique descendante des lactates qui prouve qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de régler le problème de notre patient. Alors pour ce qui est de la prise en charge anesthésique du patient,
qui est en état de choc, avant de l'acheminer au bloc opératoire, tout le monde doit déjà être prêt. Il ne faut pas arriver au bloc opératoire avec le patient et commencer à chercher le chirurgien, la penseuse, qui est à la cafette, qui est en train de se changer. Il faut déjà que tout le monde soit prêt. Le matériel doit être pré-checké. Idéalement, les vasopresseurs devraient être démarrés avant l'induction anesthésique. Là, je ne vous apprends rien. L'anesthésie générale est la règle, bien qu'il y en a qui ont proposé l'anesthésie loco-régionale périphérique. Pourquoi pas? Mais la règle, c'est l'anesthésie générale. Surtout pas d'anesthésie périmédulaire, puisqu'il est question d'avoir des répercussions hémodynamiques de la sympatholyse qui sont vraiment imprévisibles. Et ce n'est pas vraiment de ça que le patient a besoin, surtout quand il est en état de choc. Alors, la préoxygénation, toujours. Et chez le patient en état de choc, ça va être une crash induction à base d'éthomidate et de kétamine. Les doses vont être réduites, comme on l'a vu, puisque le débit sanguin, la perfusion cérébrale, elle est préservée, même s'il y a une hypoperfusion générale. Est-ce qu'on peut utiliser du propofol ou pas chez le patient en état de choc? On peut en discuter après. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le propofol, on peut l'utiliser normalement si on le titre, si on donne des doses très faibles, s'il est dilué, mais tout cela, justement, l'injection lente, ce n'est pas très compatible avec l'induction à séquence rapide. Donc, propofol, il y en a qui l'utilisent, mais surtout quand on optimise l'état hémodynamique avant de commencer. On peut utiliser également la co-induction. Pour ce qui est des curares, alors, on a dit qu'on réduisait les doses des narcotiques, puisque leur site d'action, c'est le cerveau. Mais pour ce qui est des curares, on a une hypoperfusion musculaire, les muscles ne sont pas un organe noble, et on a un volume de distribution qui est complètement perturbé. Il peut être trop élevé ou pas assez quand il y a un choc hémorragique. Donc les curares en général, c'est des doses habituelles, voire majorées, surtout pour les doses habituelles pour la crash induction, c'est-à-dire 1,2 mg par kilo. Alors on va mettre en condition notre patient au bloc opératoire, 2 voies veineuses périphériques, sondage urinaire, secondairement, sans trop perdre de temps, un cathéter central cave supérieur, un cathéter artériel. Toujours penser, et là je vais insister là-dessus, toujours penser au réchauffement des perfusions et des transfusions et réchauffer le patient par le réchauffeur à air pulsé. Très important, parce que rapidement on peut tomber dans la triade létale, on va le voir. Pour ce qui est de l'entretien de l'anesthésie, on peut utiliser des faibles doses de morphinique. Les halogénés, on va diminuer la MAC et on va les ouvrir une fois que l'état hémodynamique se sera stabilisé relativement. On peut utiliser l'anesthésie inhalatoire à objectif de concentration, l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration au propofol. Les paramètres ventilatoires, ça va être de la ventilation protectrice avec de faibles niveaux de PEP. Et faible niveau de PEP ne veut pas dire zéro PEP, donc petite PEP qui n'a jamais tué personne, même le patient choqué. Poursuivre les mesures de réanimation. Et puis, encore une fois, réchauffer le patient. Parce que quand on ne réchauffe pas le patient, et quand on continue à le perfuser avec des solutés à température ambiante ou carrément froid, des produits sanguins labiles froids, rapidement, il fait de l'hypothermie qui va aggraver les coagulopathies, aggraver l'acidose, et on va rentrer dans un cercle vicieux duquel il va être difficile de sortir. Alors, en péropératoire, comment on va surveiller notre patient? Le monitorage standard et la capnographie naturellement, monitorage de la duresse, et puis le monitorage de la profondeur d'anesthésie, on a qui le considèrent comme étant un monitorage hémodynamique, bien qu'il soit un monitorage neurologique, mais dans le contexte de l'état de choc, ça permet de réduire d'une façon drastique les doses d'anesthésiques et par conséquent les effets indésirables des anesthésiques. Alors, à l'étage macrocirculatoire, on peut surveiller notre patient tout simplement avec la pression artérielle invasive et sans avoir besoin d'utiliser les softwares et les logiciels qui vont nous permettre de calculer l'air sous la courbe, qui vont nous permettre de voir la variabilité respiratoire. Rien que l'aspect de la courbe de la pression artérielle invasive peut nous apporter énormément d'informations quant au statut hémodynamique du patient. Alors, la courbe normale, on est censé avoir une pente comme ça. Ici, donc c'est la longue dicrote qui correspond à la fermeture de la valve aortique. Et puis ici, c'est la pression diastolique. L'air sous la courbe ici, c'est une courbe qui est plutôt large, donc ça témoigne d'un bon volume d'éjection systolique. Ici, quand l'onde dicrote est très proche de l'onde de systole,
l'onde de contraction isovolumétrique, donc ces deux ondes sont très proches, ça témoigne d'une vasoconstriction importante. Quand les deux ondes sont trop éloignées, ça témoigne d'une vasoplégie. Donc, normal, les deux ondes, donc l'onde dicrote, elle correspond pratiquement aux 2/3 de l'onde de contraction isovolumétrique. Quand elles sont trop proches, c'est plus de la vasoconstriction. Ici, on peut avoir par exemple un patient qui est vide, chez qui on a mis de la noradrénaline. Il va avoir une toute petite aire sous la courbe avec une onde dicrote qui est très élevée. Et ça peut témoigner rien qu'en regardant l'aspect de la courbe du statut hémodynamique du patient. Alors, on peut toujours dans l'étage macrocirculatoire, cédé par les paramètres dynamiques, la variation respiratoire de la pression pulsée, je ne vous apprends rien, la précharge dépendance, donc on peut la tester quand la delta pp est supérieure à 13%, et quand elle est inférieure à 10%, on parle de précharge indépendance. Entre les deux, c'est une zone grise, je ne vais pas entrer dans les détails. Toujours dans l'étage macrocirculatoire, on peut utiliser le Vigileo, la variation du volume d'éjection systolique, qui va utiliser l'onde de Poux justement pour en extrapoler le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque, l'index cardiaque et tout, et ça va nous permettre de monitorer, d'optimiser notre état hémodynamique. Voilà, donc il y a d'autres moyens de monitorage, je ne vais pas entrer dans les détails, ça vous connaissez, donc tous les moyens, les bijoux de technologie qu'on a pour pouvoir monitorer l'état hémodynamique du patient, tout ça on peut l'utiliser chez le patient en état de choc. Alors pour ce qui est de l'étage microcirculatoire, dans notre pratique, on va avoir un super bon ami qui va nous rendre énormément de services, énormément de renseignements, c'est les gaz du sang. Pas les gaz du sang artériel, les gaz du sang tout court. Alors, avec les gaz du sang, on peut déjà doser la lactatémie, qui est un marqueur sensible et spécifique de l'hypoperfusion tissulaire. La lactatémie, enfin le dosage des lactates, c'est un dosage qui est sensible, spécifique, et on n'a jamais de faux négatif au lactate. On peut avoir un faux positif, quelqu'un qui a une insuffisance hépatocellulaire, qui a du mal à métaboliser son lactate, il peut avoir un lactate élevé. Mais un patient en hypoperfusion, il ne peut pas avoir de lactate normal, donc il n'y a pas de faux négatif. Et puis la surveillance de l'évolution de ce chiffre de lactate va nous permettre, quand la cinétique est descendante, de savoir qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la bonne voie. Et c'est un critère évolutif qui est fiable. Deuxième élément très important dans le monitorage de la microcirculation dans le contexte de l'état de choc, c'est la saturation centrale veineuse en oxygène. Donc on va prélever du sang au niveau du cathé central et on va pouvoir savoir la qualité du transport artériel en oxygène. Une cellule qui a soif d'oxygène va extraire plus d'oxygène qu'une cellule qui est bien perfusée. Du coup, quand on a une baisse du débit cardiaque, on va avoir une diminution de la saturation veineuse en oxygène pour une saturation artérielle à 100%. Si la cellule extrait plus que les 30% habituels, de 100%, on aura une saturation veineuse à moins de 65 ou de 60%. Alors, troisième élément très important, je ne sais pas à quel degré vous utilisez ça dans votre pratique quotidienne, mais c'est un paramètre extrêmement important pour estimer la qualité du débit cardiaque et du transport artériel en oxygène. C'est la différence véno-artérielle en CO2, c'est le gap CO2. Alors, on a le sang artériel qui vient donc au capillaire, les cellules consomment l'oxygène, elles produisent du CO2. Si le débit cardiaque est suffisamment important, ce CO2 va être balayé par cette vitesse de flux. Quand le CO2, quand le débit cardiaque est bas, il va y avoir une stagnation du CO2. Et du coup, la pression veineuse du CO2, au niveau de la gazométrie veineuse, va être très élevée. Du coup, donc, baisse du débit cardiaque, il va ralentir l'élimination du CO2, le CO2 stagne, et il va y avoir une augmentation de la différence entre le sang veineux et le sang artériel. On va avoir une différence. Quand elle est supérieure à 6 mm de mercure, ça témoigne d'une accumulation du CO2 dans le sang veineux, ça témoigne d'une diminution du débit cardiaque et ça témoigne également d'une hypoperfusion tissulaire. Alors maintenant, si vous le permettez, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Avant d'intégrer le secteur universitaire en 2008 et de travailler dans un très beau service de réanimation à Casablanca,
où on est doté, alhamdoulilah, de techniques de suppléance d'organes, d'épuration extra-rénale, de monitorage neurologique, hémodynamique avancé. Il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre. J'ai passé 4 ans de ma vie à sillonner les routes du Maroc pour aller à mon ancien lieu de travail, Jazirat al-Waqwa, comme dirait l'autre, professeur Tiadili. C'était une expérience particulière et je n'avais pas forcément tout ce qu'il fallait pour bien prendre en charge les patients en général et les patients graves en particulier. Nous avons même eu l'occasion de travailler dans des hôpitaux mobiles que l'État déployait à l'occasion d'enclavement de certaines zones par les chutes de neige, par exemple. Dans cette même tente, nous avons pu réaliser des splénectomies d'hémostase parce qu'il y a eu des avalanches, quelqu'un s'est fracturé la rate et il fallait un choc hémorragique dans des conditions pareilles. Et à chaque fois que j'étais dans des conditions comme ça, et à chaque fois que je sortais mon Google Scholar pour me rafraîchir la mémoire, pour réactualiser mes connaissances, mais je me heurtais à une réalité mais tellement triste, c'est que tout ce que je trouve dans la littérature, ils me disent il faut un monitorage du débit cardiaque. Et moi, je n'ai même pas de SAP. On dit il y a le rébois, il y a un ballonnet qu'on peut gonfler dans l'aorte pour arrêter un saignement. Et moi, je n'ai même pas de pression invasive. Et en cherchant dans la littérature, récente d'ailleurs, il y a un nouveau test qu'on peut utiliser cliniquement et qui a été validé, c'est le temps de recoloration capillaire. Le temps de recoloration capillaire a longtemps été réservé à la réanimation dans le contexte de la pédiatrie. C'est un test qui commence à reprendre, à gagner de l'intérêt en matière d'état de choc chez l'adulte. Beaucoup d'études en témoignent. Ici, c'est une étude brésilienne avec un très grand effectif de patients qui a montré que le temps de recoloration capillaire était un marqueur fiable du débit cardiaque, de la perfusion périphérique et de la microcirculation. Une autre étude, ici ils ont comparé une attitude de gestion hémodynamique basée sur le taux de lactate versus une attitude gérée uniquement par le temps de recoloration capillaire, et ils ont trouvé que le temps de recoloration capillaire ne faisait pas moins bien que le taux de lactate, surtout si on a les autres moyens d'optimisation hémodynamique, c'est tant mieux, mais c'est un test qui reste fiable et qui reste très, très éloquent, qui rapporte énormément d'informations en matière de gestion hémodynamique. Alors ici, c'est une compression de 5 à 10 secondes au niveau du lit inguéal ou au niveau de la pulpe, comme on va le voir, et on relâche, tout simplement. Ça nous donne énormément de renseignements. S'il est inférieur à 3 secondes, on dit que l'état hémodynamique est plutôt intéressant et que le patient est plutôt sur la bonne voie. Alors, deuxième paramètre clinique que tout le monde connaît, mais qu'on néglige peut-être, enfin je parle pour moi, des fois dans notre pratique quotidienne, c'est la pression différentielle, la différence entre la pression systolique et la pression diastolique, qui est un témoin très fiable justement de la volémie et du volume d'éjection systolique. Une pression différentielle inférieure à la pression artérielle diastolique, ça témoigne d'une vasoconstriction avec hypovolémie. Une pression différentielle très large, donc tellement large qu'elle dépasse la pression artérielle diastolique, ça témoigne d'une vasoplégie. Et bien sûr, si on a la possibilité de coupler et le temps de recoloration capillaire et la pression pulsée, dans les conditions les plus extrêmes de la prise en charge d'un état de choc, ça peut toujours être meilleur que de travailler à l'aveugle et de donner n'importe quoi aux patients. Alors, la présentation est suspendue. Alors, un mot rapidement sur la réanimation préopératoire. Là, tout ce qui va suivre, c'est des choses que tout le monde connaît. Chaque type de choc va avoir une prise en charge particulière. Le choc, par exemple, hypovolémique, il va falloir
optimiser la volémie, toujours utiliser dans la mesure du possible que des cristalloïdes, éviter les colloïdes. Là, c'est des choses qui reviennent, qu'on redit à chaque fois. C'est bon. On peut continuer sans les plaques. Ah, ça fait. Alors, pour chaque type de choc, il va y avoir une prise en charge particulière. Là, je ne vous apprends rien. Le remplissage qui va être guidé volontiers par les paramètres du monitorage hémodynamique, idéalement soluté et balancé, le vasopresseur de choix et la noradrénaline. S'il y a un choc hémorragique, transfusion calcium, acide tranexamique et optimisation de l'hémostase par justement les produits de supplémentation, facteurs de coagulation. Pour ce qui est du choc septique, aussi remplissage par les cristalloïdes, les vasopresseurs noradrénaline en première intention, qui va avoir un double rôle. Donc on a dit que ça pouvait augmenter le tonus veineux du territoire veineux capacitif et du coup recruter la volémie qui est séquestrée dans le territoire veineux. Et puis en augmentant les résistances périphériques, ça va optimiser la pression artérielle. En deuxième intention, dans le choc septique, puisque la réponse de l'organisme est une réponse multimodale. Quand on a une agression ou un choc, l'organisme va sécréter et les catécholamines et le système arginine-vasopressine qui va être stimulé, qui va être recruté, et le système angiotensine. Du coup, si notre approche et notre prise en charge est aussi multimodale que la réaction physiologique, c'est toujours une bonne chose. Donc si on a de la vasopressine, ça peut renforcer la qualité de la vasoconstriction. L'angiotensine 2 également et le bleu de méthylène ont été donc utilisés pour consolider l'effet des catécholamines et pour diminuer les doses de catécholamines. Dans le choc septique, on va utiliser l'antibiothérapie adaptée au foyer infectieux et au contexte, monosocomial ou pas nosocomial. Une glycémie qui va être strictement inférieure à 1,50 g, et puis l'hydrocortisone pour suppléer de l'insuffisance surrénalienne relative. Pour le choc cardiogénique, quand c'est gauche, d'obus noradré, PEP toujours, parce qu'il y a toujours une augmentation de l'eau pulmonaire extravasculaire et une congestion pulmonaire dans les états de choc cardiogénique à prédominance gauche. Quand c'est à droite, d'obus noradré et no inhalé, là j'empiète sur... Quand faut-il alcaliniser? Le débat est, on va dire qu'il est assez clos, parce que c'était une question qui suscitait beaucoup de discussions dans les milieux des réanimateurs, mais ça a été plutôt très bien. Donc la réponse a été assez simple finalement grâce à l'étude BICAR ICO de 2018. Le résumé, c'est qu'on ne va pas alcaliniser le patient que si le pH est inférieur à 7,10 avec des bicarbonates moins de 6 ml équivalent par kilo, après avoir corrigé l'hypercapnie. Ça, première situation, chez un patient à fonction rénale normale, pH moins de 7,10, avec bicar moins de 6 ml équivalent par kilo, par litre, et correction de l'hypercapnie. Si le patient a une insuffisance rénale, on peut alcaliniser à partir de 7,20, donc ça a été décrit comme étant un moyen de diminuer l'incidence, diminuer le recours aux techniques d'épuration extra-rénale. Pour ce qui est de la période post-opératoire, avant de transporter le patient en USI ou en réanimation, il faut faire une évaluation minutieuse. Le monitorage ne doit jamais être interrompu pendant tout le long, donc pré-op, pendant le transport et pendant l'installation. Est-ce qu'on va le ventiler au bas-vu ou au respirateur pendant le transport? Un débat, mais la seule différence, en fait, c'est est-ce que le patient a besoin de PEP ou pas. S'il a besoin de PEP, on peut toujours mettre une valve de PEP au niveau du bas-vu. La place en réa doit être prête, tout le monde doit être informé que le patient arrive, et, très important, il faut rester avec le patient jusqu'à ce qu'il se stabilise dans sa place en réanimation, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux le patient que l'anesthésiste qui l'a accompagné pendant l'opération. Le réveil va toujours être différé. On va poursuivre les mesures de réanimation pendant toutes les étapes de la prise en charge.
et puis réchauffer, analgésier, le bilan biologique et radiologique. Et je vais terminer avec les messages que j'ai estimés être importants pour cette présentation. Donc l'usage de l'échographie au lit du malade est toujours une bonne chose, peut être toujours d'un grand recours en matière de prise en charge des patients en état de choc. Le produit de remplissage de choix, c'est les cristalloïdes, et volontiers, il faut que ça soit guidé par la précharge dépendance. Les gaz du sang, le meilleur ami pour monitorer la microcirculation et pour monitorer le débit cardiaque, donc c'est la saturation centrale veineuse en oxygène, le taux de lactate et le gap CO2 entre l'artère et la veine. L'évaluation clinique, on peut toujours utiliser des paramètres cliniques simples et fiables, notamment le temps de recoloration capillaire et la pression pulsée. Faire toujours attention à la triade létale, toujours penser à réchauffer le patient, et les mesures de réa doivent être soutenues pendant toutes les étapes de la prise en charge. Et je vous remercie.